Monsieur le doyen, chers étudiants en médecine, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et bienvenue à cette conférence inaugurale de notre projet de conférence. Ça fait compléter, on va bientôt s'inscrire dans le programme national de JLM, Jeune Leader Marocain, est une association regroupant les étudiants de la faculté autour de projets socio-économiques. Ces projets consistent à trouver des solutions efficaces face à des besoins concrets et intéressants. Prenons l'exemple du projet ANI, des formulés des femmes dans le besoin formés dans la culture, la justice d'une idée, la commercialisation de pyjamas de blocs opératoires, et de cette idée est née une entreprise. C'est dans la même idée, mais dans un domaine totalement différent, qu'a commencé l'aventure Stage-Conférence, répondant aux besoins d'ouverture des étudiants. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir, non pas pour vous parler de médecine, comme on en a l'habitude dans notre cher enfant, mais pour débattre de culture et de politique. Plus encore, nous avons parlé ce soir d'actualité, avec un sujet d'autant plus critique qui survient quelques mois après le printemps arabe, la mise en place de nouveaux gouvernements et un changement déterminant de notre propre scène politique. En effet, le contexte géopolitique actuel met à mal plusieurs concepts fondamentaux que vous avez comme cœur de toute civilisation. La démocratie, la justice, la religion, mais aussi, et c'est de cela que nous allons parler ce soir, la gouvernance politique et les liens institutionnels qui est relié au développement économique et social de toute civilisation. Et pour ce faire, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir un professeur d'études islamiques contemporaines à l'Université d'Oxford, mais aussi chercheur en plusieurs domaines théologiques et sociaux, M. Salah Salah. Pour alimenter le débat de ce soir, il était également prévu que M. Alain Reich, rédacteur en chef du Monde diplomatique, se soit invité. Malheureusement, pour des raisons d'organisation, il ne pourra pas être là ce soir. Monsieur Salah, c'est vous qui avez insisté dans votre dernier livre, l'islam et le pays arabe, qu'il faut, je vous cite, se libérer des cartons intellectuels et des faux clivages qui empêchent d'explorer ensemble de nouvelles voies, de nouveaux horizons. Fin de la citation. Effectivement, les peuples doivent faire face maintenant à un réel travail intellectuel pour redéfinir les bases fondatrices de la culture politique. Vers quelle démocratie doit-il se tourner? Face à un modèle occidental en ruine, par la crise financière, le mouvement des indignés qui s'enracine de plus en plus aux États-Unis et en Espagne et en Grèce, et la montée de pays émergents au système politique par les plus démocratiques, face à ce climat d'instabilité internationale, l'innovation et la réflexion sont les seuls clés. C'est dans ce sens que nous travaillons pour organiser des débats et des conférences pour offrir à notre jeunesse le bagage culturel et intellectuel nécessaire pour comprendre, analyser, mais aussi agir et transformer la société dans laquelle nous évoluons. Et nous remercions notre faculté et l'université d'avoir ouvert notre esprit pour nous permettre de concrétiser notre projet. Et je voudrais spécialement, au nom de l'association, remercier le professeur Paul, qui est notre parent et sans qui rien de tout cela ne serait possible. En vous attendant, nous cédons la parole à notre conférencier pour ensuite ouvrir le débat à la salle. Nous voudrions juste vous rappeler qu'il va vous falloir atteindre vos téléphones et aussi respecter la règle du minimum de bruit possible parce que nous sommes dans un amphithéâtre et les bruits sont remplis. Et nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Je commence la séquence.
Merci infiniment de cette invitation. Merci à l'université et à la faculté de médecine de nous recevoir ce soir ici, à vous d'être aussi nombreux, mais j'aimerais vraiment insister sur le fait que l'association des étudiants pour son projet, pour parents et en même temps l'administration de l'université s'est ouverte à cette rencontre et je tiens à remercier ce geste en espérant que c'est le début d'un travail et d'une relation et non pas une rencontre ponctuelle. Il faut que sur le plan de la réflexion, nous prenions la mesure du temps long, de la répétition et de l'approfondissement. De la même façon, j'aimerais vraiment vous remercier d'être venus aussi nombreux. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas pu assister dans les limites. Ils ont fait un grand effort et ils ont ouvert dans les limites du possible. Je sais qu'il y avait, on avait atteint un chiffre conséquent de personnes qui voulaient venir. Et donc, ça va? Vous m'entendez là? Il y a un petit arrêt. Pour moi, ça va aller, dans la salle, ils vont souffrir. Donc, quand on est dans une situation comme celle-ci, c'est quand même aussi à vous qui êtes très d'abord de mesurer la chance que vous pouvez avoir d'être à l'intérieur et la responsabilité que vous avez de pouvoir faire transmettre, de partager avec d'autres les éléments de cette réflexion. Alors, parler de gouvernance et d'éthique et des répercussions de la gouvernance et de l'éthique, les autres dimensions de la vie sociale, c'est-à-dire d'abord tout ce qui va concerner la société civile, tout ce qui va concerner la vie économique, tout ce qui va également concerner les nouveaux centres de pouvoir. Parce que quand on dit la gouvernance et l'éthique, à partir du moment où on va s'intéresser à la gouvernance, on va s'intéresser à la gestion de tout ce qui est lié au gouvernement. Ça veut dire, dans sa déclinaison, à la gestion de tous les centres de pouvoir. Et les centres de pouvoir, il en est de traditionnels et d'anciens, et il est de nouveaux et de très puissants. Je vous donne un exemple, l'un des éléments, je reviendrai dans le courant du détail du propos, mais l'époque de la globalisation, ce que l'on sait de la globalisation, ce que l'on constate d'abord, on peut être pour ou contre le type de globalisation que nous avons aujourd'hui, la globalisation est un fait. Et l'une de ces conjugaisons, cette globalisation, c'est effectivement la globalisation des médias, de la communication. Et aujourd'hui, on parle des médias comme étant le quatrième pouvoir. Le problème, c'est que c'est une erreur de poser les choses dans ce terme-là. Les médias, ce n'est pas le quatrième pouvoir. C'est un des pouvoirs qui a une influence déterminante sur tous les autres. Il n'est pas un pouvoir qui s'ajoute. Il est un pouvoir qui, au centre de tous les autres pouvoirs, a la capacité d'influencer les autres pouvoirs. C'est donc non pas un pouvoir séparé, c'est un pouvoir et c'est un centre de pouvoir. C'est tellement important aujourd'hui que vous ne pouvez pas parler de la démocratie, de n'importe quel projet démocratique, si vous ne prenez pas, à l'heure de la globalisation, ce qui est une donnée nouvelle, la question de la gestion du pouvoir. Vous pouvez avoir le pouvoir politique et être sous la colonisation de pression médiatique. Il y a aujourd'hui dans l'ordre du pouvoir médiatique une capacité d'influence qui fait plier jusqu'au plus grand, Donc, parler de gouvernance, ça veut dire parler, d'avoir aussi une vision un petit peu profonde de l'histoire, de son évolution, de se poser la question aussi de référence. Vous êtes ici au Maroc, dans une société majoritairement musulmane, mais pas seulement. Vous avez aussi des cultures, vous avez des langues. Il n'y a pas de réflexion sur le pouvoir sans qu'il y ait une réflexion sur la culture. Il n'y a pas de pouvoir sans enracinement culturel. Chaque gestion du pouvoir est liée à une psychologie collective.
le pouvoir est autant le produit d'une psychologie collective qu'il influence la psychologie collective en un autre. Et donc, quand on est au Maroc et qu'on est dans une société majoritairement musulmane, il ne faut pas faire comme si on pensait depuis Londres, depuis Tokyo, depuis Paris. Il faut penser depuis Casablanca, depuis Tanger, depuis Agadir, depuis même le centre même du Maroc, parce que ça c'est aussi important. Questionner le pouvoir et la gouvernance, c'est questionner toutes les zones d'influence au niveau d'un pays, et non seulement au niveau d'un pays, mais au niveau de la région. Et ce que nous a révélé ce qu'on a appelé le printemps arabe, et que je n'appelle pas le printemps arabe, ce qu'on nous a annoncé comme les révolutions arabes et que je ne vois pas encore, je dirais qu'il y a des soulèvements. J'ai eu déjà l'occasion d'en parler ici, et dans ces soulèvements, ce dont on s'aperçoit, c'est la force extraordinaire des peuples qui questionnent les gouvernements, mais qui n'ont pas forcément atteint la réflexion de la gouvernance régionale. Or, il n'y aura de printemps arabe que quand les pays arabes auront compris qu'il y a un lien entre les Arabes de ces pays arabes. Et qu'il n'est pas question de libérer le Maroc d'un côté, la Tunisie d'un côté, la Libye de l'autre. On est pensé les révolutions de façon nationaliste est à la fois légitime parce qu'on est dans une nation, mais à la fois un enfermement parce que de la nation au nationalisme, il y a l'enfermement de l'horizon de la libération, de la question de la gouvernance. Or, comment penser politiquement la libération nationale quand l'ère de la globalisation nous dit que le national est totalement marginal par rapport au régional et au global? C'est penser sa liberté en commençant par les mauvais termes de l'équation. Or, penser la gouvernance et l'éthique aujourd'hui, c'est se placer au centre de tous ces débats-là. Ce n'est pas une question simple, ce n'est pas simplement s'asseoir sur une quelle bonne gouvernance pour le Maroc. Oui, une plateforme de principe, un socle de principe, mais ensuite une réflexion multidimensionnelle qui prend en compte les différents centres de pouvoir, c'est mon premier point. Ensuite, la réalité régionale, et ensuite les nouvelles questions posées aux gouvernements actuels et aux différentes sphères, au nom de ce qui a été appelé ce soir la dimension éthique. Donc, tout ce que je viens de faire ici, c'est le début d'une introduction complexe à une conférence qui sera pas simple. C'est simplement pour que vous compreniez la complexité. Donc, je vais simplifier forcément, mais quand je vous dis qu'elle n'est pas simple, c'est que le sujet n'est pas simple. Et qu'on peut, encore une fois, vous savez, on a le choix en tant que citoyen, et souvent aussi, mais en tant que conscience musulmane, il y a une chose qui est très très importante. Quand on pense le global et quand on pense le régional, on peut voir la complexité, et plus c'est complexe, moins on se sent responsable de cette complexité parce que ça nous dépasse. Or, la thèse de mon intervention de ce soir, c'est de dire exactement le contraire. C'est que les questions sont extrêmement complexes, mais que cette complexité, nous arrivons à la déplacer, à la réformer, que quand nous aurons compris qu'au cœur de la complexité du monde, c'est finalement la conscience de l'individu, de l'homme, de la femme et du citoyen qui peut faire déplacer le centre de gravité des questions de la gouvernance. Ça veut dire de renvoyer chacune et chacun d'entre vous ici à l'une des plus grandes manifestations du pouvoir et de la gouvernance intellectuelle, c'est votre liberté intellectuelle, c'est votre capacité à questionner, votre capacité à vous engager, à non pas être des étudiants qui cherchent le résultat pour passer, mais des étudiants qui acquièrent des titres pour réformer, qui acquièrent un statut pour changer. Si vous êtes des étudiants pour vous intégrer dans la société telle qu'elle est, c'est inutile. Et c'est dangereux, un étudiant inutile. Parce que non seulement il ne change rien, mais il confirme ce qui ne va pas. Continuez. Et je vous en parle.
suis en train de vous dire que vous êtes potentiellement inutile, vous souriez. Vous avez des rapports personnels et pas d'applaudissements. Mais en psychologie élémentaire, s'applaudir quand on est questionné, ça s'appelle du masochisme. Je fais ce que vous voulez. En tout cas, il y a une chose qu'il faut faire. Il faut garder le sérieux et l'engagement à changer le monde, mais il faut toujours le faire avec une attitude intellectuelle positive et du sens de l'humour. Gardez ça. La caractéristique marquante, quand elle parle de la première, elle n'aime pas exagérer. Et si vous pouviez, pendant les 4 minutes qui viennent, ne pas applaudir et essayer de réfléchir avec moi sur ces questions-là, ce serait mieux. Voilà le cadre. Et ça nous met tout de suite en évidence sur l'éclatement, et là maintenant je vais reprendre la place des choses dans le cadre. De la complexité, maintenant, je vais essayer d'aller à la clarté des questions à poser. Donc, la complexité de la problématique, la clarté des questions à poser à cette problématique. Premier élément, c'est effectivement celui-ci. C'est à partir du moment où nous parlons de la gouvernance, nous allons parler du pouvoir. La gouvernance, c'est la gestion du pouvoir, et aujourd'hui, la gouvernance c'est la gestion des pouvoirs. De toutes les manifestations de pouvoir. Et c'est aussi vrai qu'il y a une gouvernance personnelle. Chacune et chacun d'entre vous, ici dans cette salle, a un pouvoir sur sa conscience et sur son être. Vous êtes appelés en conscience, humaniste si vous l'êtes, croyant musulman si vous l'êtes, croyant chrétien ou juif, ou agnostique ou athée, se posant des questions de principe, vous avez ce pouvoir, et ça c'est une gouvernance. Ensuite, vous êtes dans la collectivité. Et dans la collectivité, c'est le premier espace de la gouvernance. Ensuite, il y a ces déclinaisons politiques, il y a ces déclinaisons sociales, il y a ces déclinaisons économiques, et il y a effectivement des déclinaisons aujourd'hui qui sont les déclinaisons des nouveaux pouvoirs dont je parlais par exemple avec les déclinaisons. Donc ça c'est le premier élément. Il faut se poser la question du pouvoir et de l'éthique qui est liée au pouvoir. Alors, ce dont nous parlons aujourd'hui quand nous parlons de gouvernance et quand nous parlons de société, c'est que quand nous parlons de pouvoir, ce qui est une réalité sur laquelle nous sommes assez d'accord, quelles que soient nos références religieuses, philosophiques ou culturelles, c'est que quand nous parlons du pouvoir pour une société donnée, nous parlons d'une délégation de pouvoir. Cela veut dire qu'un groupe donné, une société donnée, reconnaît le pouvoir d'un leader par délégation de son autorité. Ce qui, de ce point de vue-là, est extrêmement important. Pourquoi? Parce que la question est posée à un moment donné à la chrétienté au Moyen-Âge. C'était une question de la légitimité du pouvoir. Au nom de quoi avez-vous le pouvoir? Et il y avait une vraie question qui s'était posée à la chrétienté et qui a fait la grande évolution à partir de la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. C'était l'idée qu'il y avait un pouvoir de droit divin. C'est-à-dire que par ordre de Dieu, la hiérarchie cléricale, la hiérarchie religieuse exerçait le pouvoir. Et donc il y a cette idée qu'il y a un pouvoir qui vient d'en haut et que Dieu délègue son pouvoir à celui qui est représente. Et ça a été un élément particulièrement important dans la tradition chrétienne, au point que l'un des éléments nécessaires à la naissance de la démocratie en Occident a été de contester le pouvoir de droit divin. Il ne peut y avoir de droit, de délégation de droit humain, de pouvoir humain, que si l'on conteste le droit divin à déléguer le pouvoir politique. Et ça a été ce qui a fait la réflexion autour de la sécularisation. La sécularisation, ça a été ce moment-là tout à fait important dans la tradition chrétienne, dans la tradition occidentale, où le pouvoir de droit divin du roi ou de
celui qui a le pouvoir politique, il va avoir plusieurs noms à cette époque-là, ce pouvait être un prince, ce pouvait être un roi, ce pouvait être une référence qui était très très proche de l'Église à cette époque-là. Eh bien, dans ce qui a été le pouvoir de droit divin, la contestation, c'était de dire qu'il ne peut y avoir de délégation de pouvoir politique que par la collectivité, et donc la séparation du pouvoir politique du pouvoir religieux. Et donc ça s'appelle le processus de sécularisation qui aboutira à des modèles particuliers de laïcité en France, de sécularisation spécifique dans d'autres pays anglo-saxons. Dans la tradition musulmane, cette question-là existe aussi. Et contrairement à ce qu'on a dit, contrairement à ce que parfois on répète et que l'on a répété, dans la question du pouvoir, il y a effectivement une réflexion sur le pouvoir dans la tradition musulmane, dans la tradition qui nous fonde majoritairement depuis des siècles, et il y a été de poser la question qui donne la légitimité du pouvoir à un être. Et c'est de ce point de vue-là, à partir de la figure centrale du prophète, particulièrement important, où vous avez des histoires, où vous avez des traditions qui vous rapportent des réalités sur lesquelles il faut vraiment vous arrêter. Parce que vous allez comprendre que dans le même être, à partir du même être, à partir du même leader, vous avez deux types de pouvoirs, mais avec un seul qui va réunir ces deux pouvoirs. Un seul, le même socle de principe. Et ce socle-là, c'est celui dont nous allons parler ce soir. Mais quel type de pouvoir? Eh bien, un homme reçoit une révélation et devient le leader spirituel d'une communauté au point que, dans le Coran, il est dit, quand il reçoit ce qu'il reçoit de Dieu, notre réponse en tant qu'être humain, c'est Sami'ana wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons écouté. C'est-à-dire que nous reconnaissons que tu as une légitimité en tant qu'être, en tant que leader, sur le plan religieux, et pour ce qui t'est révélé, nous écoutons et nous obéissons. Et en même temps, dans le même livre, il est dit consultez-les dans les affaires. Le même livre dit il y a une attitude qui consiste à dire j'entends et j'obéis, et il y a une autre attitude dans laquelle tu les consultes dans les affaires. C'est qu'en fait, il ne s'agit pas des mêmes affaires. Il y a des affaires sur lesquelles, clairement, dans ce qui va concerner la foi, ce qui va concerner la ibadah, la pratique, c'est-à-dire le droit. Il n'appartient pas à quelqu'un qui a la foi de se poser la question pourquoi ça une prière, pourquoi le jeûne 29 jours et pas 22. Cette question-là, elle n'est pas dans l'ordre de la rationalité qui questionne la foi, puisque la foi dit l'ordre du rituel. Dans le rituel, on ne discute pas. Dans le rituel, on ne discute pas. Par contre, quand il s'agit de l'autre autorité, qui va être la gestion de la cité, la gestion de la décision sociale, et bien là, tu vas les consulter. Tu vas les consulter dans les affaires de l'État, tu vas les consulter dans les affaires de la guerre et de la stratégie, tu vas les concerner dans la gestion de la cité. Pourquoi? Parce que dans la gestion de la cité, ton autorité n'est pas absolue. Dans la gestion de la cité, tu es le leader, mais tu n'es qu'un homme. D'ailleurs, dans les deux cas, tu n'es qu'un homme. Mais dans le premier, tu es un homme qui reçoit l'orientation décisive de Dieu. Dans le second, tu reçois l'orientation éthique du divin. Ce n'est pas la même chose. Ici, c'est le cadre du rituel, ici, c'est le cadre des objectifs éthiques. Voilà ce sur quoi tu dois diriger les choses. Et donc, comprenez bien, dans la tradition musulmane, au moment où on parle de la gouvernance, on a effectivement un discours religieux sur le pouvoir. Un discours islamique sur le pouvoir. Mais dès l'origine, il y a une distinction des hommes. Et vous l'avez dans une toute petite histoire, que chacun d'entre vous doit
comprendre et comprendre très bien. Pas à chaque fois de ce qu'on dit, mais parce que c'est une. Vous savez, il y a dans les hadiths du prophète, il y a dans notre tradition des dimensions, si vous les comprenez, elles vous donnent la compréhension unitaire, mais vous donnent le pouvoir du savoir. Et écoutez bien cette petite histoire. Elle vient d'un compagnon du prophète. On est dans une situation de guerre. C'est vrai. On est dans la deuxième année après l'Égypte. Et on est dans la phase 2. Et le prophète est le chef, il est le leader. Et il va placer les troupes. À un endroit tout à fait particulier du champ de bataille, de ce qui va devenir le champ de bataille. On va, c'est un des compagnons, il vient vers lui et il lui dit, écoutez bien, parce qu'en comprenant ceci, c'est aussi votre esprit qui est interpellé et votre propre pouvoir à comprendre. Vous savez, on sait le pouvoir que vous avez en tant qu'être humain par votre façon d'être vis-à-vis des pouvoirs. Il y en a dans cette salle, dès qu'ils font face à l'autorité, ils n'ont même plus d'humanité. Ils sont pétrifiés. Ceux qui sont pétrifiés par rapport au pouvoir perdent le pouvoir à trop surestimer le pouvoir auquel ils font face. Et la plus grande force du pouvoir, c'est de vous donner l'impression que vous n'avez pas de pouvoir. Mais s'il y a une chose que nous dit l'islam, c'est que quel que soit le pouvoir, vous avez du pouvoir. Là, c'est ça que ça veut dire. Quel que soit ton pouvoir, j'ai un pouvoir. Et le premier pouvoir que j'ai, c'est de savoir que ton pouvoir est relatif. Relatif à la justice, relatif à l'éthique. Ton pouvoir est forcément relatif. C'est ça, ça veut dire la dimension fondamentale. Et bien ici, cet homme, il va par rapport à ça, et il lui pose la question, il dit, là où nous sommes, regardez, nous sommes là dans quel ordre? Non pas dans l'ordre de la prière, mais on va être dans l'ordre de la gestion. Il dit, là où nous sommes, c'est une révélation ou c'est une opinion personnelle? Et regardez bien comment un homme qui a le pouvoir de la cité a transmis à ceux qui le suivent le droit de le questionner. Le droit de questionner son pouvoir. Quelqu'un qui vient vers lui dire ce que tu fais là, d'où vient la légitimité de la décision? Elle vient de Dieu ou elle vient de ton esprit? Il ne parle pas à moi, il parle au prophète. Il parle à celui qui reçoit la révélation dans tout ce qu'il a et il lui pose la question ton autorité, ta décision, quelle est sa légitimité? Et il lui dit non, c'est mon opinion personnelle. Regardez ce qu'il lui dit. Eh bien, ce n'est pas une bonne décision. Parce qu'il faut se mettre là, boucher, empêcher l'ennemi d'aller vers l'eau, vers les puits, parce que c'est comme ceci qu'on va dire. Et le prophète ça écoute celui qui le suit, conteste son autorité, et d'autorité suit l'autorité de celui qui a plus d'autorité dans la stratégie de Dieu. C'est-à-dire une autorité qui accepte d'être contestée et qui, à partir de la contestation, change d'autorité au nom de l'autorité, c'est davantage dans le domaine. Exactement ce qu'il dira plus tard, ou avant d'ailleurs, il le dit avant, dans une situation quand il parle de l'agriculture, et qu'il l'en dit sur le traitement des arbres, il dit vous connaissez mieux ce qu'il en est que moi. Les affaires du monde, vous connaissez mieux ces affaires que moi. Je ne suis qu'un être humain dans les affaires du monde, dans l'agriculture, dans les affaires sociales. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on s'arrête sur cette histoire. Et qu'on comprenne bien une chose, c'est qu'il a le pouvoir. Il est dans l'ordre du gouvernement et il laisse à ceux qui le suivent la capacité d'exprimer une opinion qui conteste le pouvoir, qui questionne ce pouvoir, qui questionne sa légitimité. L'un des premiers principes de la gouvernance d'une communauté, c'est toujours de donner l'espace de questionner la légitimité de ceux qui ont le pouvoir. La Shaoul délibère avec eux, ça veut dire donne-leur la possibilité de questionner ton autorité.
Son autorité dans ce domaine-là n'est pas absolue. Elle n'est absolue dans le domaine de la foi que parce que celui qui te donne autorité a la connaissance de l'absolu. Dans ce domaine. Mais dans d'autres domaines, il donne autorité de questionner l'autorité. Ça veut dire une chose ici. C'est que quand vous comprenez cette histoire, elle n'est pas simplement intéressante sur la façon dont réagit le prophète à cette histoire, qui prend des décisions comme un leader, écoute ceux qui le suivent comme un leader, d'autorité change sa position, mais ce qui est le plus important, c'est l'attitude de celui qui va questionner l'autorité. Et il l'a fait au nom de quoi? Il l'a fait au nom de la légitimité de celui qui a l'autorité et au nom de sa propre légitimité à mieux savoir que celui qui a l'autorité politique. Donc, il reconnaît par deux fois la relativité de son autorité et la possibilité de sa propre connaissance. Et ça, pour nous tous, c'est une formidable école que dans le domaine des affaires humaines, personne ne peut revendiquer d'autorité absolue. Mais pour que personne ne revendique d'autorité absolue, il faut que ceux qui suivent l'autorité aient suffisamment du courage de questionner cette autorité. Et ce que le compagnon montre ici, c'est le courage de questionner. Posez-vous la question dans tous les espaces de votre autorité. À la maison, vous êtes avec votre papa et votre maman. Dans votre société, dans votre école, dans votre université, dans la société en général, à quel moment, qu'est-ce que vous gérez comme espace d'autorité que vous avez le courage de questionner? Plutôt que de dire que les gens décident sans vous interpeller, posez-vous la question de savoir quel courage vous avez d'interpeller pour qu'on décide de ne pas vous questionner. Est-ce que vous m'avez suivi? En d'autres termes, une société qui parle de gouvernance décide déjà de poser la question de savoir quel est le courage des gouvernés. Il n'y a pas de bonne gouvernance s'il n'y a pas d'affirmation des gouvernés, de ceux qui reconnaissent leurs droits. La qualité de ce que fut la première communauté musulmane, ça n'est pas simplement la qualité de celui qui a éduqué, c'est la qualité de ceux qui furent éduqués, parce qu'ils ont pu questionner et accompagner. Et dans cette autonomie-là, c'est le principe même de la gouvernance. Le principe même de l'éthique de la gouvernance, c'est de reconnaître la relativité de la nécessité de sa critique. La nécessité de sa critique. À tel point, deuxième élément, dans une deuxième bataille, la première est une victoire, la seconde est un échec. Donc, rappelez-vous que le prophète a l'idée qu'il faut rester à l'intérieur de la ville. Et les compagnons, dont certains sont très jeunes, vous allez vous dire, sont très jeunes et ils sont portés par quelque chose de tout à fait particulier, ils disent les commentateurs. Ils disent qu'ils n'avaient pas participé, certains n'avaient pas participé à la bataille, et ils se sont dit qu'il faut qu'on ait la même victoire de ceux de bataille. Donc ils sont beaucoup plus portés par l'émotion et la volonté d'en découdre avec ceux qui les ont précédés que la véritable stratégie politique. On est déjà dans la politique de la décision émotionnelle, dans la dimension de l'engagement beaucoup plus émotif qu'intellectuel et raisonnable. Eh bien, le prophète sallam est libéral. Et lui, il ne veut pas qu'on sorte. Et la majorité décide qu'il faut qu'on sorte. Regardez, une fois, il est interpellé par un et il change d'opinion. Là, il est interpellé par tout un groupe et il est minoritaire. Il a une opinion minoritaire. Donc, un, et il suit le 1. Plusieurs et il suit plusieurs. Là, le 1 a raison, là, les plusieurs vont avoir tort. Ils vont avoir tort. Ils vont faire. Mais il suit le groupe au nom d'un principe. Et ce qui va être déterminant ici, c'est qu'il veut partir, il part, il lui désobéisse et il perd. Et on a de ce point de vue-là, de nouveau, l'application du principe, consulte-les dans les affaires.
Il les consulte dans les affaires et il relativise son propre pouvoir. Il ne prend pas la décision tout seul. Il y a dans la défaite de fond un élément extrêmement important. Dans la gouvernance, la bonne gouvernance, vous n'êtes pas tenu par le résultat, vous êtes tenu par le principe. Il se peut que collectivement vous ayez tort, mais ce qui est important, c'est que vous respectez le principe de la collectivité de la décision. Il est dur, en plus c'est ça, non seulement il doit avoir un pouvoir raisonnable, mais il doit être doux, même après l'échec. Et il doit rester en faveur. Et tu dois demander pardon et tu dois continuer à demander à les consulter dans les affaires. Cette dimension-là, pour nous, elle est importante parce qu'elle doit décliner à partir de vos références majoritaires, et pas seulement, une attitude intellectuelle de la compréhension qu'on vient de quelque part et que ce pouvoir n'a jamais été absolu. La gestion des affaires, c'est la gestion des pouvoirs relatifs. Mais pour pouvoir questionner la gouvernance, il faut déjà avoir cette compréhension des principes sur lesquels, un, le pouvoir est relatif, deux, le pouvoir doit être légitimé par la consultation et légitimé par la critique et la contestation possible. Et comme quatrième principe, il n'est pas lié par le résultat. On pourra gagner, on pourra perdre, mais le principe est plus important que la décision et le résultat. Puisque cette décision et cette affirmation qu'il faut consulter le corps vient après la défaite. Et donc là, il suit un groupe, ou plusieurs, le principe reste le même, et il détermine les principes et le cas de la vie. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi je commence par la profondeur historique? Parce que dès le départ, dans la tradition musulmane, on a distingué deux ordres d'autorité. Mais il y a un axe qui lie les deux. C'est que dans les deux cas, il faut que votre gestion du pouvoir soit liée à une éthique, à des objectifs. Il n'y a pas de pouvoir qui puisse être séparé du cadre moral. Il faut questionner moralement, éthiquement la gestion du pouvoir. Parce que là, on est dans le vrai débat qui questionne aujourd'hui, parfois, les sociétés occidentales et les sociétés majoritairement musulmanes. C'est l'erreur dans laquelle nous sommes plongés dans beaucoup de débats. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. Regardez ce qui se passe en Tunisie. Regardez ce qui se passe avec un certain nombre de courants au Moyen-Orient. Où vous avez aujourd'hui ce qui est supposé être le modèle occidental, ce qu'on appellera en langue française, mais ce n'est pas comme ça qu'on va rencontrer la laïcité, la séparation des autorités, versus le mélange des autorités, voire ce qu'on appelle l'islam politique et les islamistes. On a les deux côtés, on dit voilà, c'est deux modèles qui s'opposent. Mais il y a une grande confusion dans cette affaire-là. C'est qu'au départ, la laïcité est exactement ce que je vous ai dit, contester le pouvoir de droit divin pour donner du droit à l'humain, de contester le pouvoir du relatif, c'est-à-dire d'avoir une place. Mais il n'a jamais été dit au départ, il y avait cette idée qu'en séparant le religieux du politique, on séparait le politique de l'éthique. Ah non, il faut garder de l'éthique dans le politique. Mais même quand ça vient d'en bas, il faut de l'éthique, il faut de la morale, il faut qu'on ait des règles. Tous ceux qui ont pensé, même les philosophes des Lumières, que ce soit Voltaire, Montesquieu ou les lois, c'est absolument pas un pouvoir sans morale. C'est un pouvoir sans morale, mais une morale que l'on discute, non pas qui s'impose à nous dans sa forme. Dans la tradition musulmane, l'axe entre le pouvoir qui vient d'en haut et le pouvoir qui est négocié, l'axe qui tient les deux, c'est la définition. Et ce qui va être déterminant, c'est les objectifs. Quelles sont les finalités de la gestion du pouvoir? Quand le prophète discute avec les gens, quand il écoute, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire à son compagnon,
qui vient de questionner. Il y a une chose que j'ai compris dans mon pouvoir, c'est que tu as le pouvoir de questionner. Et ça vient de quoi? Ça vient d'une conception de l'homme. Ça vient d'une conception de l'homme. Et là, vous comprenez que derrière ceci, il y a une philosophie. Voilà, nous avons donné de la dignité à l'être humain. Et la dignité de l'être humain, c'est d'utiliser son esprit, quel que soit le pouvoir. C'est la possibilité de t'exprimer. C'est de comprendre que ce qui a fait que les anges de la création se sont prosternés devant l'homme, c'est parce que l'homme avait deux choses, le pouvoir du savoir et le pouvoir de la liberté. C'est ça que nous dit le commentateur. Le pouvoir du savoir et le pouvoir de la liberté. Là, nous avons enseigné à tous les autres. C'est ce qui va être déterminant, et il est c'est-à-dire pour celui qui veut croire que les libertés, c'est un énorme pouvoir, mais c'est une grande responsabilité. Les anges sont en adoration perpétuelle sans le risque de la liberté. Les hommes ont la dignité de leur liberté et la responsabilité éthique de s'en servir justement. Donc, ici, vous comprenez que ce qui va faire le lien, c'est toute gouvernance doit être liée à des principes éthiques. Mais ce qui est contesté, c'est que les principes éthiques ne s'imposent pas dans leur modèle sans qu'on ait rien à dire, mais se discutent dans leur application avec le pouvoir de l'individu de dire. Et ce malentendu historique entre des compréhensions de ce qu'est le religieux et le politique et de ce que nous avons à comprendre à partir de notre tradition, la première des choses que nous avons à faire pour reposer dans les bons termes la question de la gouvernance à partir de notre propre histoire, ça n'est pas de mélanger, de répéter ce qui se dit à Londres, de répéter ce qui se dit à Paris, de répéter ce qui se dit en Europe, c'est de revenir à vos dire mais qu'est-ce qui a été le substrat de notre pensée? La première liberté d'un gouvernement national marocain, c'est que les Marocains ne pensent pas leur pouvoir en passant par l'Occident et en revenant chez eux, mais qu'ils aient suffisamment de connaissances de leur histoire, de leurs références et de leur culture pour poser les termes de l'éthique et de la gouvernance dans les termes qui sont les leurs, à partir de leur expérience. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas dire qu'il était ailleurs, puisque tout est développé, parce que là, vous pensez qu'il était dans un monde fermé. Mais non, quand on lui donnait des stratégies militaires qui étaient meilleures que les Arabes, il les comprenait. Et le Ramza, ça ne vient pas des Arabes, il l'a pris. Même dans le culte, il a fait des choses qui n'étaient même pas chez les Arabes. Le minimum, c'est pas les Arabes, il l'a pris. Il prenait de tous, mais restait fidèle à soi. Nous, on prend de tous, mais on ne sait plus ce qui est soi. Et même, c'est même pas ça, c'est comment on ne sait plus qui est nous, qui nous sommes, c'est qu'on prend de ce qui n'est pas nous, pas forcément le meilleur. Quand vous savez qui vous êtes, vous prenez de l'autre, ce qui est le mieux pour vous, et quand vous ne savez plus ce qui est fait, vous prenez de l'autre, n'importe quoi. Là, les problèmes que nous avons avec l'Occident, c'est pas que l'Occident nous colonise, c'est que nous nous laissons coloniser par le pire. Il y a énormément de bonnes choses dans l'Occident, mais on ne les prend pas, on ne prend pas le moindre, parce que c'est le plus facile. Mais par contre, ce qui est exigeant, qui vient d'une grande culture, philosophie, religieuse de débat, ça, non, parce que dans la culture des paresseux, il n'y a jamais la culture du meilleur. Dans la culture des paresseux, il y a la culture du plus facile. C'est donnez-nous le plus facile. On est dans l'ordre de la séduction, pas du tout dans l'ordre de l'éthique. L'éthique est exigeante. Donc, dans notre rapport, ça veut dire de revenir, c'est-à-dire, voilà, maintenant, on en est où? L'axe entre ces deux autorités, c'est l'axe éthique. Et ça, aujourd'hui, on appelle la bonne gouvernance, ce qui a été traduit par c'est-à-dire cette idée du gouvernement qui est orienté qui a la bonne direction et qui est fondé sur le À partir du moment où on a dit ceci, il faut maintenant qu'on se pose la question de ce premier cas. Ça, c'était la première question. Et ça, il faut le dire avec force. Première des choses, il n'y a jamais chez nous, et c'est pour ça, c'est ce que je dis, je disais ceci dans un ouvrage, il y a longtemps déjà, il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Le face à face des civilisations, en disant attention.
Par rapport à la tradition occidentale, l'islam et la tradition musulmane n'a jamais confondu les autorités. Elle n'a jamais confondu l'autorité d'en haut avec l'autorité négociée d'en bas, même avec le prophète. Lui-même, il faisait la différence. Lui, comme guide, lui, comme responsable, il faisait la différence. Donc on ne confond pas. Mais par contre, l'axe qui menait dans les deux camps, c'est je suis éthique au nom de Dieu dans les rivalités, je suis l'éthique avec les hommes dans le monde. Donc j'ai une éthique ici et une éthique là. L'axe, il est dans les deux. Et ça, c'est notre première réponse à une chose qui est déterminante. Ne jamais accepter que la séparation du religieux et du politique nous amène à faire du politique une action, une activité sans morale. Car alors ce serait accepter la thèse de l'auteur italien du Moyen-Âge qui a écrit Le Prince et qui est Machiavel. Machiavel qui vous dit, dans l'ordre de la politique, il n'a pas besoin de suivre la morale. Pourquoi? Parce que l'ordre du pouvoir répond à sa propre logique. Donc, mentir au peuple pour garder le pouvoir sur le peuple, parce qu'il faut bien de temps en temps tromper le peuple pour son bien, cette idée qu'il y a un espace de l'activité sans éthique, c'est une volonté de libérer l'homme du pouvoir du religieux, mais en même temps de toute contrainte morale. Ceci, du point de vue de toutes nos traditions, et même de la tradition chrétienne, même de la tradition juive, et même de la tradition bouddhiste, c'est non. On peut distinguer le pouvoir qui vient d'en haut, au nom de Dieu, et le pouvoir qui vient d'en bas, parmi les hommes, mais jamais dans le déficit de l'éthique. Donc, jamais, et faites attention à ça, parce que, de ce point de vue-là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est, sans le dire, une confusion entre la sécularisation et la machiavélisation. Vous suivez? C'est au nom de la sécularisation, on ne veut pas de religion. Alors qu'est-ce que vous voulez à la place? Qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on a une éthique quand même? Et donc on a, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est important, c'est la compréhension que s'il faut que l'on sépare vraiment le pouvoir qui vient d'en haut du pouvoir négocié par le bas, et qu'il faut de ce point de vue-là avoir une éthique de la gouvernance par le bas, il faut ajouter un deuxième élément. Si on enlève le pouvoir du religieux, il faut étudier tous les autres pouvoirs qui pourraient avoir du pouvoir sur le pouvoir politique. Et ça, vous devez le faire sur un plan historique. Je donne deux exemples. Il en est qui vous disent qu'il faut que l'autorité politique soit autonome et qu'il y ait une délégation de pouvoir. Complètement d'accord. Ils sont complètement d'accord que la démocratie et que la choix, que les éléments, les 5 principes sur lesquels on ne discute pas, et ça fait partie de l'éthique de la gouvernance. Citoyenneté, c'est-à-dire l'état de droit. Notre relation interpersonnelle, elle est basée sur un cadre de droit. Ça, c'est le premier. 2, avec le rapport de ceci, chaque individu, homme et femme, a le même devoir et a le même droit sur le plan de la participation. Donc c'est une égalité de droit, ce qu'on dit. Le 4, c'est qu'il y a celui qui est devant est choisi par ceux qui sont derrière. Donc il y a une délégation, ce qu'on appelle par la suite le suffrage universel. Le 4, c'est le fait que celui qui est élu, il rencontre à celui qui l'a élu. Oui, je te dirai, on va pas se dire, mais si je suis juste, vous me poussez, vous me soutenez, mais si je suis faux, vous me rectifiez. Il est en train de dire à ceux qui le suivent, ne vous départissez jamais de votre esprit. Si je suis dans le bien, alors on va faire ça. Si je me trompe, vous devez être là pour m'aider. Donc, dans notre dernier, il est en train de dire, je ne suis pas un homme, mon pouvoir est relatif, vous êtes garant de la bonne gestion des affaires. Ça veut dire que vous devez rendre ce qui en politique est un mandat. On vous mandate pour 4 ans, pour 5 ans, pour 7 ans, à être voilà. Bon, il y en a certains qui ont un mandat à vie, ça fait un problème. Parce que le mandat à vie est une contradiction dans les termes. Si vous avez un mandat à vie, c'est plus un mandat. Personne ne va vous demander des questions sur vos mandats, c'est vos mandats qui parlent
constat dont ça peut parler. Donc il faut déterminer. Et là, et puis la séparation des pouvoirs. Ça, c'est ces principes-là, ce sont des principes qui vont déterminer le cadre. Le cadre de la gestion du politique en tant que tel. Mais la question qu'il faut poser, une fois qu'on a dit ça, suffit-il de dire qu'on ne veut plus l'autorité qui vient d'en haut? N'y a-t-il pas d'autres pouvoirs qui vont contester le pouvoir du leader politique? Quand on parle de la question d'éthique, il faut se poser cette question. Et il y en a aujourd'hui. Dans l'ère de la globalisation, il y a aujourd'hui un pouvoir qui s'impose au pouvoir démocratique, un président, un premier ministre démocratiquement élu, et qui voit ses pouvoirs relativisés, non pas par la délégation du pouvoir du peuple, mais par l'imposition de sphères qui ne sont pas démocratiques. Deux en particulier, aujourd'hui, l'économie. C'est-à-dire, il n'y a plus de religieux, mais il y a des influences économiques qui s'imposent au pouvoir démocratique et qui font qu'on n'a pas la possibilité de prendre une décision. En d'autres termes, vous pouvez être président de n'importe quel pays africain, de n'importe quel pays Moyen-Orient, de n'importe quel pays, même au Nord, même en France, même aux États-Unis, même dans les plus grandes puissances, et en fait, votre pouvoir démocratique qui vous a été donné et pour lequel vous êtes mandaté est totalement relatif par rapport aux sphères des institutions économiques qui s'imposent à vous. En d'autres termes, il n'y a peut-être plus de religieux, mais il y a d'autres religieux. Il y a d'autres espaces d'imposition non démocratiques, et l'économie en est un. Et pas seulement le médiatique aujourd'hui. Le médiatique et la pression est absolument incroyable. On ne sait pas ce que ça va donner si bien se passer en France. C'est pour laquelle, soit dit en passant, il faut d'abord et avant tout avoir une pensée pour les victimes, quelles qu'elles soient, de quelque religion qu'elles soient. Il faut penser à elles d'abord, jusqu'à penser aussi à la dernière vérité. Moi, depuis que je l'ai su, juste avant de prendre l'avion cet après-midi, je pense à la famille de ce garçon-là, je pense à la façon dont il est mort. Et je n'ai pas une pensée joyeuse. Je veux dire, quand on nous a annoncé la mort de Ben Laden, ça avait été, voilà, on n'était pas net. Je ne sais pas quelle civilisation nous sommes devenus s'il faut rire pour quelqu'un d'autre, parce qu'on considère que c'est le diable. Je pense que toute personne a droit à un jugement. J'aurais voulu que ce jeune homme de 23 ans. Mais 23 ans, c'est un jeune enfant, c'est un grand adolescent, et tout on peut voir sa vie. Je veux dire, ce qu'il a fait est injustifiable et inacceptable. Mais on ne tue pas les gens de cette façon. Donc on peut prendre des décisions de trahison. Bref, tout ça pour vous dire que je ne sais pas ce qui va se passer en France. Mais vous avez vu à des moments donnés ce qui a pu se passer par exemple en Espagne, ce qui a pu se passer au niveau des élections aux États-Unis, des événements par leur couverture médiatique peuvent faire complètement changer les prises de position populaires. Et donc, de ce point de vue-là, la bonne gouvernance a questionné ceci aussi, c'est-à-dire la capacité des médias à transformer le choix des gens. Et ça va très loin. Ça va de l'influence médiatique à un nouveau type de populisme. Et qu'est-ce que c'est le populisme? C'est donner au peuple ce qu'il aime, non pas pour faire raisonner le peuple, mais pour faire suivre le peuple. C'est se jouer du peuple en faisant croire au peuple que l'on pense au peuple. À ce qu'il a parfois de plus émotif, de plus immédiatement clair. Et par exemple, je veux dire, quand vous entendez que l'une des premières réactions du Front National populiste en France, c'est de dire, après ce qui s'est passé ce matin, la personne n'est pas encore morte, que l'on dit il faut réintablir la peine de mort car il y a des gens qui ne méritent pas de vivre. Vous n'êtes pas en train de parler de quoi? Vous êtes en train de parler d'une autorité politique qui joue sur l'émotion des gens par rapport à ce qui vient de se passer en disant il faut le tuer. En fait, elle est en train de dire il faut le tuer. Elle est en train de dire, dans un discours policé, et qui joue sur l'émotion. Et ça, c'est un pouvoir qui fonctionne. Donc, quand on est dans la bonne gouvernance, en 2012, on ne peut pas uniquement parler de comment on vote, comment il faut prendre tout ça ensemble, et comprendre aujourd'hui
que toutes les questions qui viennent de notre tradition, maintenant, il faut les conjuguer avec les défis contemporains, avec cet axe-là. Ayant dit ça maintenant, et j'en arrive à l'élément qui va venir à ma conclusion, il reste combien de temps ? C'est de poser la question à partir de là où nous sommes. De dire, qu'est-ce qui aujourd'hui, au vu de ce que je viens de vous dire, la séparation des autorités, la question de l'éthique dans la gouvernance, et avec la nouvelle gouvernance, les nouveaux centres de pouvoir économique, médiatique, il faut qu'on se pose ces questions. Est-ce que nous sommes équipés à poser ces questions? Alors, les sciences politiques sont équipées aujourd'hui, elles nous posent des questions. Il y a quelque chose qu'il faut constater, c'est que, à travers tous les systèmes politiques, tous les systèmes sont en crise, tous les systèmes démocratiques sont en crise, et tous les systèmes contemporains sont en crise. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas réussi à trouver la bonne équation entre les trois autorités déjà dont je vous parle. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on organise la cité? Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, dans toutes les élections locales, vous avez une déperdition de la participation des citoyens. Ça veut dire que les citoyens, ils ne sont intéressés qu'à la question sociale, non pas quand ça les intéresse au niveau local, parce qu'au niveau local, c'est quand même là, ça devrait les intéresser, mais uniquement dans les grandes messes démocratiques comme l'élection présidentielle. Or, on sait que la gestion vraie du pouvoir de la cité, elle vient pas du président, elle vient d'autres maires, elle vient des gens qui sont autour de nous. C'est là où se joue notre vie quotidienne. Elle vient là une participation qui, dans la majorité des pays industrialisés, elle est de 25 à 30%. C'est-à-dire un tiers à une personne sociale qui s'intéresse. Donc il y a un manque de conscience politique. Et il disparaît. Et dans les grandes messes, c'est là qu'on s'aperçoit par opposition que autant dans le plan local, vous êtes lié à l'affaire de la cité, autant sur le plan national, vous pouvez être porté par de l'émotif national, par le populisme. Le populisme gagne souvent au niveau national et elle a peur à s'installer au niveau local. Dans les gestions, il est plus facile d'être populiste sur le plan national que de l'être sur le plan local. Il est plus facile en général de pouvoir porter ses histoires. Et pourtant, c'est sur le plan national qu'on donne davantage que sur le plan local. Premier élément, on a un vrai problème de participation. Deuxième élément qu'on ne sait pas gérer, c'est effectivement qu'aujourd'hui, on l'a vu avec la crise européenne, on vote, on élit des premiers ministres et on s'aperçoit que leur pouvoir, leur marge de manœuvre est totalement relatif. À tel point que des gouvernements tombent, le vote n'a même pas été consulté. Ils sont remplacés par des technocrates en Grèce, par des technocrates en Italie, et les pouvoirs ne sont même pas consultés. Quand il y a eu la crise en 2008, des décisions ont été faites de prendre de l'argent de l'État et de le donner à des banques sans que le peuple soit consulté. Ces mêmes banques vous disent à la fin de l'année, nous avons fait des milliards de bénéfices comme des gens ont perdu leur demeure aux États-Unis, se sont trouvés à la rue aux États-Unis, qu'on a une paupérisation partout et qu'on atteint des sommets jusqu'à 24% de taux de chômage dans certains pays. Et en plus de ça, dans la comparaison nationale, dans les cités par exemple, quand on se rend compte de ça, c'est que le taux de chômage dans certaines cités en France, il est de 4 fois plus que la moyenne nationale. C'est vous dire où on est, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des réalités où la pression économique est telle que vous pouvez toujours discuter sur qui a le choix démocratique va voter, mais ça sert à quoi? Quand finalement celui pour lequel on vote, il a une marge de manœuvre qui est totalement marginale par rapport à des institutions qui ne prennent leurs décisions sans aucune gestion démocratique. Il n'y a aucune gestion démocratique dans les institutions de Bretton Woods. Il n'y a aucune gestion démocratique dans les banques. Les banques ne se gèrent pas démocratiquement. Elles se gèrent financièrement. Par le pouvoir de quelques-uns. Donc à partir de ce moment-là, nos démocraties sont véritablement crises. Le mouvement de citer les indignés, ceux qui étaient à Wall Street, qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'ont arrêté. Il faut nous consulter. Quand, avant de quitter le pouvoir, Bill Clinton dit les États-Unis, la manne financière des États-Unis est en région de 1% de la population. 1% de la population.
Et ce 1% de la population qui a la main financière, il peut décider de où va la politique nationale par deux créneaux, deux canaux. Le premier, c'est la main financière, et le deuxième, c'est la main médiatique. Il ne suffit pas d'avoir des journalistes libres d'écrire pour se poser la question de savoir qui a la propriété de cette liberté d'écrire. Quand vous entendez par exemple ce qui se passe avec les auteurs, je veux dire, là aussi c'est important, parce que le scandale qu'il y a eu en Angleterre aujourd'hui sur Murdoch et les écoutes téléphoniques, c'est un pouvoir médiatique phénoménal, mais vous apercevez que dans le pouvoir médiatique, pas d'éthique, pas de morale, tout est permis. Tellement tout est permis que l'on va écouter un couple dont l'enfant dans la vie a disparu et qui sont en train de se morfondre dans la désolation uniquement pour pouvoir utiliser dans l'histoire aux fins de controverse nationale. On écoute des familles dans le désespoir pour faire de l'argent et ça marche. Jusqu'au moment où on est découvert. Et puis Murdoch a fermé son âme, tout le monde s'est dit un peu de morale artistique, il vient d'en ouvrir un. Le même, un dimanche, mais ça s'appelle le Sun on Sunday. Le même journal, mais c'est dimanche, à la demi de l'euro. Et donc, là, vous avez un centre de pouvoir dans lequel l'équipe n'est pas questionnée. Et que le pouvoir financier, auquel le pouvoir financier est lié. Et donc, encore une fois, nous devons faire attention à ne pas simplifier les choses. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, c'est complexe. C'est que penser uniquement le politique au niveau de l'État, au niveau de la structure étatique et de l'État des citoyens, aujourd'hui, c'est simpliste. C'est tellement simpliste que c'est dangereux. C'est dangereux. Et qu'à un moment donné, il faut sortir de cela et avoir une vue plus holistique, poser des vraies questions éthiques. Quels sont les objectifs que nous avons? Et là, ça m'amène à la dernière partie, en notant ma conclusion, c'est si nous voulons questionner ceci et avoir une vue holistique, il faut avoir à 3 niveaux cette gouvernance et cette éthique. La première des choses, elle est déjà au niveau de l'individu. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que ça n'est pas rien aussi. Quand vous êtes dans un monde aussi complexe, que vous voyez d'un côté que vous avez le pouvoir politique, c'est-à-dire quelle est votre implication individuelle dans la question de la cité. Et ça, c'est une question que je pourrais poser à certains d'entre vous ici. Vous êtes des citoyens d'un pays. Vous êtes liés au destin du Maroc. Quand ça ne suffit pas de dire je suis marocain et d'être content quand l'équipe de football fait tout. Ou parce qu'on vous dit que votre nourriture est bonne. Parce que vous êtes des sentimentaux. Il faut être des Marocains sentimentaux, il faut être des Marocains dignes. Et votre dignité n'est pas dans votre nourriture, elle est, oui, dans le fait de préserver votre nourriture. Mais à partir d'un certain moment, c'est qu'est-ce qui, dans votre esprit, participe de l'engagement de la société? C'est-à-dire, comment vous, en tant qu'individu, vous liez votre destin au destin de la cité, de la collectivité marocaine? En termes politiques, en termes culturels, même en termes religieux, même en termes d'investissement. Comment vous agissez? Deuxième élément, et ça c'est déjà notre obligation personnelle par rapport à la collectivité. L'autre dimension en termes d'individu, c'est comment est-ce que vous gérez votre capacité à avoir ce pouvoir du savoir, c'est-à-dire votre engagement à savoir davantage et à devenir un être humain, une femme et un homme, constitué autonome, c'est-à-dire questionner toutes ces dimensions du politique, de l'économique et du médiatique à partir de vos propres expériences personnelles. C'est le début de l'éthique dans la gouvernance. C'est-à-dire, avant d'exiger des gouvernants l'éthique, être gouverné et se savoir gouverner et de s'imposer à soi une éthique. Et là, dans le livre, j'en parle, mais là, je voudrais vous rendre attentif à cela. Aujourd'hui, le plus grand problème des démocraties modernes,
c'est des démocraties qui se conjuguent par le nombre et la quantité, non pas par la liberté et la qualité. Et que s'il y a quelque chose que moi j'ai compris dans tout, c'est pour ça que moi je veux bien qu'on sépare l'autorité du religieux qui vient d'en haut et qui ne se discute pas de l'autorité politique qui se négocie. Mais il y a une chose sur laquelle je me battrai jusqu'au bout, et qui est sans doute peut-être l'une des contributions majeures que vous pouvez apporter depuis là où vous êtes au débat quand on va sur la question de la gouvernance et de la bonne gouvernance. Ce n'est pas simplement de questionner la gouvernance au sommet, c'est de questionner la gouvernance de l'individu. Et ça, vous savez, une fois je faisais une conférence comme ceci, vous savez, j'étais en Tunisie récemment, et en Tunisie, aujourd'hui, vous l'avez aussi d'ailleurs ici, entre une certaine limite, et le peuple, vous avez des gens qui, on a l'impression qu'ils sont à Casablanca et qui vivent à Paris, et puis vous en avez d'autres qui sont, oui, qui sont oui, c'est un problème. Enfin, je le dis, et en Tunisie, à l'heure actuelle, après tout ce qui vient de se passer, c'est encore plus pire. Vous avez cette polarisation. Et à un moment donné, dans une des conférences, je fais quelque chose qui est directement, qui est le cœur même de mon questionnement, comme je voulais le faire maintenant. Il y a une personne qui avait un petit groupe de laïcs, un peu, vous savez, il y a des laïcs fondamentalistes, il y a des laïcs qui ont fait de la laïcité, fait de nouvelles religions, ça a des dogmes, ça a des temps, c'est très, ça. Il y en a qui sont dans cette espèce de logique dogmatique. Ils sont laïcs et dogmatiques. Et à un moment donné, où je parle de la liberté, du pouvoir, de la gouvernance de soi à soi, c'est ça. Comment tu gouvernes quelque chose? Comment tu te gouvernes? Tu es ton propre maître ou tu es un sujet de quelque chose d'autre? Au bout du compte, la société qui veut nous proposer, tu la vois apparaître pas. Est-ce que tu es un suiveur ou est-ce que tu es un décideur? Tu es un libre, tu es épargné ou tu es épargné qui fait comme les autres? Vous comprenez ça? C'est une vraie question. Ça ne sert à rien de faire des grands débats sur la gouvernance si on est un troupeau de moutons. Un troupeau de moutons, vous êtes un berger. C'est tout, il dirigera. Ça s'appelle l'instinct de la guerre. Comme si, ce que je disais là, tout à fait, on est tombé dans le vrai islamique. Parce que pour être dans le rationnel, il ne faudrait pas parler de la dimension spirituelle. Mais il n'y a rien de plus rationnel que le spirituel, ou alors vous êtes des animaux. Mais ça nous est dit même dans comment on dit qu'un malade va en vendre. C'est-à-dire ceux qui ont un cœur et qui ne réfléchissent pas avec leur cœur ou un esprit qui ne se libère pas, ils sont dans l'instinct, dans les motifs, ils suivent. À un moment donné, il faut s'arrêter. La gouvernance et l'éthique, c'est l'individu qui se libère et qui pose des questions. Qui pose la vraie question du sens. En d'autres termes, votre engagement pour la cité, votre engagement par rapport à l'économie, votre engagement par rapport au médiatique, il n'a qu'une seule vraie question, c'est qui êtes-vous, que faites-vous de vous-même? C'est vraiment ça la vraie question, c'est qui êtes-vous, que quand vous êtes en face d'Internet et que vous suivez, que vous êtes dans... Il y a deux façons d'approcher Internet. Il y a être dans s'approcher d'Internet comme sujet et s'approcher d'Internet comme objet. Il y en a qui sont dans Internet des objets, qui suivent le mouvement, ils suivent la mode. La mode, c'est de faire des sujets, des objets. Des suiveurs. Et que la vraie dimension, c'est cette liberté-là. Et là, c'est cette vraie question de la gouvernance et de l'éthique. C'est déjà de la placer au cœur de soi, au cœur de ça, pour son propre être. Le premier élément, c'est finalement de se poser intellectuellement la vraie question. Tout ce que j'acquiers de connaissances, tout ce que j'acquiers de diplômes, doivent être des diplômes et des connaissances qui me permettent d'être libre et de décider pour moi. C'est-à-dire la c'est-à-dire la connaissance utile, la connaissance qui fait de moi un sujet. La deuxième des choses, elle fait partie de la gouvernance de soi et de l'éthique, c'est ne jamais perdre de vue qu'au nom de votre liberté individuelle, vous devez vivre la solidarité collective. C'est une vraie question. Vous êtes combien de jeunes ici? Moi maintenant on me dit, moi c'est bien quand tu viens au Maroc, les salles sont pleines de jeunes. Moi ça ne m'impressionne pas entre nous.
mais répétée 10 fois. La question est celle-ci. Solidairement, humainement, au Maroc, vous qui êtes des étudiants, pour la majorité d'entre vous, vous allez être des diplômés, vous servez à quoi? Humainement, solidairement, vous servez à qui? Vous servez à quoi? Pas simplement, il faut être la fille et le fils de sa mère et de son père. Mais ça, c'est pareil. Dans la société moderne, il y a des parents qui ne savent plus qui sont leurs enfants. Et il y a des enfants qui ne savent plus comment reconnaître leurs parents. La plus grande résistance à la dérive d'une modernité sans âme, c'est de mettre l'âme au cœur de la relation avec ses parents et de ses enfants. C'est une vraie gouvernance. La gouvernance, ça commence là. Ça commence dans cet esprit-là, mais c'est aussi dans la solidarité, c'est-à-dire la reconnaissance de la grande réalité, c'est de reconnaître tous les gens autour de nous. Vous savez, il y a beaucoup de gens au Maroc qui sont aussi des gens de couleur, qui sont des résidents. Regardez cette salle. Ils sont. Pourquoi ils ne se sont pas suffisamment impliqués à accepter? Parce qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Nous avons les paroles de l'égalité, nous n'avons pas l'action d'égalité. Nous sommes tous égaux, on aime bien les noirs, mais pas pour notre vie. Ou pas pour notre vie. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous savez très bien. On a un vrai problème par rapport à notre culture, par rapport à notre couleur, par rapport à nos origines. On peut bien dans les livres voir que le prophète Sallam disait à Bilal après la prière, il mettait un noir devant tout le monde, il mettait un jeune. On peut bien dire ça, mais dans notre dialogue, tout est relatif. Tout est relatif. Nos émotions et nos inclinaisons culturelles ont le dessus sur notre racisme. La bonne gouvernance, elle est là. Le racisme, on veut de l'égalité, on veut la même chose pour les filles et pour les garçons. Vous ne voyez pas chez le prophète une différence dans la gouvernance familiale entre le traitement qu'il donne à ses filles et le traitement qu'il donne aux garçons. Il n'y en a pas eu, mais le traitement qu'il avait, il reconnaît un traitement égalitaire avec sa fille. Il est dans la complicité des femmes et des hommes. Ça commence là, et ça demande aux filles, aux femmes, de ne pas être dans la dimension défensive. Ça demande aussi de se libérer avec des principes et de se dire à quoi je sers dans cette société-là. Et ça veut dire aussi de questionner notre liberté, les choix que vous faites, votre façon de penser, votre façon d'être, votre façon de vous habiller, votre façon de vous engager. Qui l'a décidé? Vous, dans votre fort intérieur, ou les gens, par la façon dont ils vous regardent? Est-ce que vous êtes ce que vous êtes par la façon dont ils vous regardent, ou par la façon dont vous avez décidé vous de vous regarder, et de décider pour vous? Est-ce que vous êtes des sujets, ou est-ce que vous êtes des miroirs? Donc, toutes ces questions-là, c'est dans la bonne gouvernance, ça commence là. Et ça, pour moi, c'est le vrai questionnement de femmes et d'hommes qui, au XXe siècle, au XVe siècle de l'ère musulmane, se posent une vraie question du sens. La gouvernance, c'est la question du sens. Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Qu'est-ce que je veux être dans ma solidarité, dans mon cœur? Quelle place vous donnez à votre cœur? Quelle place vous donnez à l'amour? Quelle place vous donnez même à la foi dans votre vie? Moi, j'ai aucun problème avec quelqu'un qui vit sa foi sur la marge de sa vie, mais qui faut qu'il ait pris la décision, qu'il ait pris la décision, qu'il ait pris la décision en connaissance de cause. Non pas par négligence, mais par décision. C'est ça la gouvernance. C'est comme cela. Et ensuite, on se pose des questions un peu plus importantes dans vos choix de consommation. Quand on dit par exemple que la gouvernance elle a des applications économiques et des applications négatives. Vous consommez quoi? Vous vivez de quoi? Quelle préférence vous avez? Parce que c'est aussi des choix. Vous voulez résister à cet ordre-là qui va vous faire consommer comme tout le monde. Et moi je vous dis, mais je suis sérieux là-dessus. Il faut que vous ayez une appartenance culturelle, il faut que vous consommiez du terreau marocain. Il faut arrêter avec ces consommations multinationales où vous êtes comme tout le monde. Non, c'est sérieux ça. C'est de
élevé, c'est à quoi vous donnez la priorité, parce que ça, c'est la gouvernance, ce sont des choix politiques, ça. Et ce sont des choix spirituels, c'est qu'est-ce que je vois. Et la psychologie contemporaine, elle vous le dit, tu es ce que tu consommes. Si tu consommes sans âme, tu te vides de ton âme. Eh oui. Eh oui. Si tu bois Coca-Cola, tu dis Coca-Cola. Ça fait penser à l'histoire du halal en France. Avec un politicien qui disait ils ont tellement peur qu'on mange tous halal que dès que tu manges halal, tu diminues de nom. Bon, ça c'est faux. Ça c'est faux. Mais à force de consommer sans âme, on est dans une gouvernance de sport complètement, on est négligé dans sa façon de se nourrir, on est négligé dans sa façon de consommer. Où vous allez chercher les informations? Comment vous cherchez vos informations? Comment vous façonnez votre esprit? Ça, c'est la gouvernance. Et ensuite, ce que ça doit amener, on termine là-dessus, c'est la conclusion, ce que ça doit amener au niveau de la gouvernance éthique sur les conséquences sociales. À partir d'un certain moment, la nécessité, à chacun d'entre vous d'utiliser tout ce que vous avez pu acquérir en termes de connaissances, en termes de diplôme, en termes de statut social, pour faire en sorte qu'à un moment donné, vous soyez utile à votre société. Que cette gouvernance-là, on demande à nos élites politiques. Le maximum que l'on peut. La vraie réforme, ce n'est pas de changer de gouvernement. Voilà, changer de gouvernement, ça ne va pas le faire si on ne change pas de façon de gouverner. C'est-à-dire lutter contre la corruption, être à l'écoute des peuples et faire en sorte de plus de transparence. De faire en sorte qu'à un moment donné, jusqu'au sommet de l'État et jusqu'au statut le plus élevé de l'humain ici, jusqu'à la royauté, il n'y a pas de pouvoir absolu, même pour l'enfant. Même pour quelqu'un qui n'y en a pas. Tout est ouvert à la critique constructive. Et notre respect de l'autorité, ça n'est pas notre terre. Notre terre, c'est le silence des lâches. Nous, être critique, c'est la critique des constructifs courageux. Et nous avons fort devant Dieu, devant notre conscience, que vous n'y croyez pas, devant Dieu, devant notre conscience, nous avons le devoir, dans la gestion de la cité, d'être critiques et courageux. Alors, il y en a certains, dans la salle, ils disent, c'est bien qui dit ça. C'est bien. Ils sont courageux par délégation. Et là, ils sont contents d'être venus à la conférence, quand j'ai vu, ils sont courageux. L'unique caractéristique des larmes, c'est d'être courageux par procuration, c'est ça. C'est-à-dire, il a dit, toi, qu'est-ce que tu as dit? J'ai écouté ce qu'il a dit. Après, ça se traduit concrètement dans votre vie. Non, mais vous voyez, c'est sérieux cette affaire. C'est sérieux le courage. C'est sérieux. C'est comme ça que le Maroc changera pour le meilleur. Le Maroc a besoin de Marocains courageux, de Marocaines courageuses. Il n'y a pas besoin de gens qui ont un courage qui attendent que les gens tombent pour pouvoir dire moi je l'ai bien avant qu'ils tombent. Non, mais vous comprenez, je veux dire, célébrer les victimes de leur courage, c'est être un lâche. Il faut être complètement décourageux, pas ceux qui célèbrent leur mort. Ça, c'est une responsabilité historique pour vous. C'est-à-dire d'être aujourd'hui des citoyens de ce courage-là, des étudiants de ce courage-là. Il n'y a pas d'université qui vous dira le contraire. Tous les responsables d'université, s'ils sont sérieux avec l'académie, ils vous diront ceci. Soit un sujet, soit un étudiant, questionne, pose des questions, soit courageux. Soit un étudiant qui cherche le résultat avec le temps, pas simplement le résultat pour répéter ce que lui dit le professeur. Soit cette femme-là, cet homme-là, et là ensuite demander moins de corruption, la réforme sociale, pas simplement la solidarité, c'est important, je l'ai dit, mais la justice sociale, la justice dans la façon dont on traite les individus, la justice dans la question judiciaire, la question du droit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des gens en prison par discrétionnaire. Il y a des gens jusqu'au Maroc, jusqu'en Égypte, jusqu'au même en France, il y a des gens qui sont aujourd'hui en prison et ils n'ont pas le droit. Jusqu'aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, alors que je vous faire, il y a au moins 40 personnes, vous les avez oubliées parce que le temps passe, 40 personnes qui sont encore à Guantanamo. On sait qu'ils n'ont rien fait, on sait qu'ils n'ont rien fait et ils restent en prison.
parce que les élections, parce qu'Obama ne peut pas qu'il perde la place. Une honte à la justice. Qu'est-ce qu'une démocratie qui met en prison des innocents dont on sait qu'ils sont innocents et qui restent en prison? Vous savez pourquoi ils restent en prison? Parce qu'ils ont le bon profil. Ils ont un profil un peu afghan, un peu pakistanais et surtout musulman. Voilà, ça c'est la réalité. C'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Et donc il faut avoir le courage de le dire, ça. Il faut aussi, dans son pays, avoir le courage de dire je suis. C'est toujours de façon positive. Moi je ne suis pas pour les têtes brûlées. Ceux qui partent vers nous et disparaissent pour nous. Non, le courage pour le long terme. Quand Salam avait dit que ce que Dieu aimait, c'était la petite action qui dure, même pour l'action sociale, même pour l'action sociale. Donc, avoir ce courage-là, et puis se révéler, et vous, de ce point de vue-là, avoir une gouvernance éthique, avoir un comportement éthique et un questionnement éthique. Ne pas confondre l'autorité du religieux avec l'autorité de l'État, mais questionner l'État sur ses choix éthiques, sur ses objectifs. Est-ce qu'on est dans la justice sociale? Est-ce qu'on est dans la transparence? Est-ce qu'on est dans la corruption? Qu'est-ce que l'on fait pour se libérer économiquement? Aujourd'hui, il n'y aura pas de liberté économique au Maroc si le Maroc ne commence pas à diversifier sa relation, non pas simplement nord-sud. Ce n'est pas simplement des relations avec l'Europe, ce n'est pas simplement des relations avec les États-Unis, ce n'est pas simplement des relations avec la Chine, c'est des relations avec l'Algérie, c'est des relations avec la Libye, c'est des relations avec les pays africains, c'est des relations avec l'Asie, c'est des relations avec l'Amérique du Sud. Il faut diversifier, il faut s'ouvrir, il faut être les partenaires et de ne jamais oublier où que ce soit sur la scène internationale. La vraie dignité du Maroc, c'est toujours d'être du côté des opprimés. Et du côté des opprimés sur la scène internationale ou sur le plan intérieur. Il n'y a pas la possibilité internationalement de ne pas être du côté des Palestiniens opprimés, même si au cœur de ce qu'on appelle les printemps arabes, le peuple palestinien, le peuple oublié aujourd'hui, le peuple négligé. Alors on ne se doute pas, ça continue, la torture continue, les arrestations continuent, la colonisation continue, et les Palestiniens sont en train de payer le prix de la liberté des autres. Parce que ça nous arrange. Et qu'on ne comprend pas non plus que ça aussi, ça fait partie de la gouvernance et de l'éthique. Rester ferme sur les principes de l'éthique, la liberté, la dignité des gens. Toujours être du côté. Donc, on parle de l'individu, et puis on se situe là d'un point de vue. Et ça, c'est aussi très important pour nous. Et puis ensuite, d'un point de vue culturel, il y a une vraie politique culturelle marocaine. Il y a une vraie politique culturelle marocaine. Et aussi, vos choix, vous savez, je commence à être très craintif. Et très inquiet. Dans la façon, vous savez, il y a une autre chose qui est importante, c'est, je vous ai dit dans la globalisation, il y a l'économie qui est un pouvoir, qui est un centre de pouvoir, il y a le médiatique qui est un centre de pouvoir, et le culturel aussi. Vous savez qu'on atrophie vos intelligences par l'humour, par la culture, par un certain type de musique. Vous savez ça. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une vague de mondialisation culturelle. Je vais vous dire une chose, chers Marocains. Il y a des Marocains qui vous font rire, ils vous font rire à la surface, ils ont d'autres idées en profondeur. Faites attention aux humoristes qui vous font rire à la surface, mais qui n'ont pas beaucoup de principes en eux. Posez-vous la question de savoir qui vous fait rire. Posez-vous. Ne soyez pas naïfs. Quelqu'un qui vous fait rire, il est drôle. Il est drôle, il y a des gens qui sont dangereux et qui sont bons. Réfléchissez bien à ça. Ça aussi, c'est la gouvernance. Savoir gouverner son pays. Et vous savez, une chose qui est très importante. De tous les prophètes, de la paix de Dieu et la bénédiction de Dieu soit sur eux tous, alayhi salam, et le prophète en particulier, de dire une chose qui est tout à fait particulière. Tout à fait particulière. Vous savez, le pouvoir du prophète, il n'était pas en œuvre de son existence, que vous allez voir l'histoire des sages, les messagers, les prophètes et les sages, de toutes les traditions. Vous regardez ce trace, il n'était ni chrétien, ni juif, ni musulman. Vous regardez la tradition bouddhiste jusqu'au Dalai Lama maintenant. Vous regardez les traditions religieuses. Vous écoutez Baudelaire qui dit « Je vous ferai remarquer que le Christ n'a jamais réuni ». On n'a pas, dans les textes religieux, d'expression du rime du Christ. Vous savez que le prophète Assalam, il souriait quand il riait, on ne voyait pas ses dents, il avait une mesure.
et ça c'est très important, vous savez mesurer la maîtrise qu'une femme et un homme a sur elle-même et sur lui-même dans la façon dont il gère son vie. Ça vous paraît stupide, c'est tellement important. Dis-moi comment tu ris, je te dirai comment tu ris. Il y a des gens qui rient et qui s'oublient. Il y a des gens qui rient et qui se laissent aller et qui ne s'oublient pas. Nous avons le rire digne. Faites attention, parfois, on rit de la vulgarité. On rit de gens qui ont des idées. Il y en a un qui a quitté un plateau de télévision en France parce qu'on lui parlait de la Palestine et d'Israël et qui a quitté le plateau et qui pendant une semaine a été boycotté par toute la communauté, pas toute, une partie de la communauté juive complètement pro-israélienne. Elle l'a boycotté parce qu'il n'a pas pris la défense d'Israël qui massacrait les Palestiniens. C'était là de cette gouvernance qu'il fallait questionner sur le plan économique et surtout une chose, posez des questions de votre propre liberté individuelle, posez votre question de votre solidarité collective et ensuite posez des questions à votre état de droit, là où vous êtes, sur les questions de liberté, de transparence, de corruption, de solidarité, de droit pour tous de la même façon, et puis d'emmener aussi cette réflexion-là, de vous rendre aussi à partir de votre courage et à partir de votre engagement, Inch'Allah. Ravi de te revoir et fier d'être ton ami. En tout cas, je suis sur une chose, c'est que Coca-Cola ne financera jamais, je pense que tu n'auras jamais une conférence de la parole. Ma première question, est-ce que Machiavel était d'origine arabe? Partons du fait que nos gouvernements arabes ne sont pas éthiques et du prérequis de l'interdépendance des peuples arabes dans la recherche de la concertation communautaire pour arriver à une gouvernance participative qui serait le contrepoids de la gouvernance terrestre des dirigeants. Comment concevoir, dans le savoir, la liberté, la dignité, le courage et la conscience, ce mode de concertation? Comment imaginer bâtir une société éthique dans un état politique? Et finalement, ce que je dirais pour cette année, puis de l'économie islamique, qu'on appelle la finance éthique, qui est véhiculée par la banque islamique, et qui, j'espère, Inch'Allah, verra le jour après les 28 années d'attente de Maroc. Bonjour professeur, je crois que je ne sais pas si vous pouvez poser des questions sur le nouveau. Donc, j'ai commencé, vous préconisez donc une nouvelle forme de démocratie qui est donc intrinsèque à l'islam, et donc on ne devrait pas prendre un exemple sur les démocraties occidentales. Mais quelles sont les véritables différences, à part bien sûr l'aspect religieux de la démocratie, comme on dirait pour les pays arabes, les véritables différences avec les démocraties occidentales? Ça, c'est une première question. La deuxième question, rapidement, c'est le journaliste français Éric Zemmour vous dit que l'islam est une sorte de communisme avec Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? En dehors des vidéos sur YouTube ou à la télé, deux questions. Vous avez parlé, vous avez dit que vous avez plutôt quand s'implique dans la politique et autres, pourra changer les choses. Mais monsieur, est-ce que vous croyez que tout le monde nous écoute? Il y a ces choses-là. Donc, on n'est pas éduqué par les gens. On a beaucoup de rêves, on a beaucoup d'ambition, mais ce n'est pas toujours possible. Entre autres, vous avez parlé des humoristes. J'aimerais bien savoir quelles seraient les choses qu'ils pourraient incruster dans leur sketch.
Donc, vous avez parlé de gouvernance éthique. En répondant dans le même domaine, j'aimerais voir que le Maroc, ou tout autre pays en voie de développement sous-développé, on parle de gouvernance, mais personnellement, je vois qu'il n'y a pas de gouvernance parce que le Maroc, ou autre pays, n'est même pas responsable de ce qu'il fait. Il y a des pays qui ont plus de force et qui exigent et qui imposent ce qu'ils veulent qu'on fasse. Donc, on est en train de perdre notre culture on est en train de perdre notre culture marocaine ou même d'autres pays perdent leur culture. Quand vous avez, par exemple, on va parler du coca et d'autres exemples, peut-être qu'on est en train de suivre un courant et on n'a pas le droit de parler. Tout le monde se dit que tout va bien, mais en fait, rien ne va. Parce qu'en parlant de pays qui sont en train de gouverner le monde, en parlant d'Amérique, en parlant d'autres pays qui est un pays très fort, et on peut remarquer que c'est lui qui nous gouverne. Non, le Maroc et tout autre pays. Donc voilà, je vais avoir votre avis sur ce point-là. Vous avez posé la question savoir si Internet était avant. Non, ça je sais. Non, j'ai pas parce que la non-éthique est une qualité à... Ouais, c'est ça, j'ai oublié. Je n'avais jamais pensé à ça dans ces termes-là, mais de cette façon-là, il est certain aujourd'hui que je ne pense pas que l'on spécifie ou qu'elle distingue les arts. Aujourd'hui, dans la gouvernance mondiale, il y a très peu d'éthique et beaucoup de corruption. Et il y a des corruptions qui sont plus visibles que d'autres. Aujourd'hui, on voit de la corruption dans les sociétés occidentales de la même façon. La plus grande force de ceux qui détiennent un pouvoir sur la scène internationale, c'est toujours de donner l'impression ou de convaincre ceux qui sont dans la situation comme l'Afrique, dans une situation comme le Maroc, que finalement ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Alors, il y a une chose qui est vraie, c'est que le pouvoir du gouvernement aujourd'hui au Maroc, comme le pouvoir de tous les gouvernements d'Afrique, est tout à fait relatif par rapport aux décisions internationales. C'est une évidence que tout ne se décide pas à Rabat ou à Casablanca, que tout ne se décide pas en Égypte, que tout ne se décide pas à Abidjan, que les décisions sont prises très loin de ces capitales, très loin de ces centres régionaux. Ça, c'est vrai. Mais faites attention de ne pas tomber dans le piège de se dire finalement, tout ça c'est complexe, tout ça, ça ne dépasse, et on n'a pas de pouvoir au Maroc, et donc le pouvoir marocain ne peut rien faire, donc on ne peut rien faire. Ça, c'est justement un des pouvoirs de ceux qui ont ce pouvoir aujourd'hui, c'est donner l'impression aux Africains ou à l'Afrique du Nord qu'ils ne peuvent rien faire. Or, c'est faux. S'il est vrai que le pouvoir que nous avons aujourd'hui dans le Sud, il est relatif par rapport au pouvoir du Nord, quand vous voyez ce qui se passe dans le Nord aujourd'hui, vous comprenez qu'il n'y aura pas de survie au Nord sans une véritable réforme de la relation avec le Sud, sans une véritable réforme ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte, vous ne vous rendez pas compte, vous allez au Canada aujourd'hui. L'une des grandes immigrations au Canada est une immigration marocaine. Et aujourd'hui, le savoir-faire, l'intelligence, la migration de la matière grise marocaine est des pays occidentaux sur le plan
sur le plan, par exemple, de l'informatique, sur le plan des technologies. Donc il y a un vrai savoir-faire. Aujourd'hui, il s'exporte. Malheureusement, notre système scolaire aujourd'hui, certains vont jusqu'au baccalauréat, puis ensuite dans le système universitaire, on finit en France ou on finit en Occident. Et puis, cette matière-là, c'est-à-dire que vous êtes un réservoir de ressources humaines qui va être utilisé souvent dans les pays du Nord. Le deuxième pays dans lequel la migration revient le plus au pays d'origine, après la Turquie, c'est le Maroc aujourd'hui. En Europe, par exemple, ceux qui reviennent le plus dans leur pays d'origine, c'est les Turcs. Et ensuite les Marocains, plus que les Algériens, plus que les Tunisiens. Vous revenez au pays parce qu'il y a quand même des opportunités. Aujourd'hui, il faut arrêter de penser que vous ne pouvez rien. Ça, c'est une pensée défaitiste, victimaire. Je conçois, en regardant le monde aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce que l'on peut? Gardons, on réfléchit. Et on regarde les rapports de force. On regarde aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans le Nord. Économiquement, les pays du Nord ne peuvent pas s'en sortir sans les pays du Sud. Du point de vue de la natalité, du point de vue de la démographie, les pays du Sud, les pays de l'Afrique sont très très importants. Et ça va être un rôle déterminant. Il y en a qui l'ont compris, par exemple, regardez la politique turque aujourd'hui, qui a ouvert des ambassades dans 35 pays africains, qui est en train de comprendre que l'Afrique va jouer un rôle très important. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas penser pour sur les rapports de force contemporains qu'on aura la blonde. Et là, c'est là où c'est important de venir avec une vraie pensée éthique. C'est de ne pas répéter ce qui se fait dans le Nord, ce n'est pas simplement d'entrer dans cette logique où on entre en compétition avec le Nord. Il faut une alternative, il faut autre chose. Et c'est là où vous devez jouer un rôle. La capacité de ceux qui ont été dominés économiquement ou de ceux qui sont dominés culturellement, c'est de proposer un autre modèle. Moi, le plus grand problème que j'ai avec les Marocains aujourd'hui, dans la jeunesse d'aujourd'hui du Maroc quand je viens, moi, attendez, il faut savoir d'où je viens. Moi, je suis né en Suisse. J'ai fait toute ma vie en Occident. Et je suis en train de jouer un rôle aussi. C'est pour ça que vous êtes là aussi nombreux. Pourquoi? Parce que vous me regardez. Il y en a qui regardent sur vidéo. J'aurais bien aimé qu'on me dise ah, ça fait plaisir de vous voir André après avoir vu leur livre. C'est 80% qui disent pas ça, ils disent après avoir vu YouTube. Encore une fois, je vous renvoie. En tant qu'étudiant, il faut lire des ouvrages, et il faut vous intéresser au monde par la lecture et pas simplement par Internet et les vidéos. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que tout à coup vous êtes aussi nombreux? Parce que souvent, certains d'entre vous, ils voient dans le rôle que je joue un rôle d'identification. Voilà quelqu'un qui en Occident est avec nos principes, il défend nos valeurs à nous, il défend notre culture, il défend nos origines, il est nous là-bas. Oui, je suis peut-être vous là-bas, mais le grand problème de beaucoup de jeunes Marocains, c'est qu'ils ne sont pas eux ici. Ben c'est ça le problème, c'est qu'ils sont complètement dans la colonisation culturelle, dans la colonisation intellectuelle, et que c'est ça la première défaite. La première défaite, c'est pas de se dire qu'on ne peut pas changer, c'est de se laisser coloniser sans changer. C'est de ne plus être soi, c'est de ne plus prendre ses décisions à soi. Encore une fois, ça demande un effort, ça demande une éducation personnelle. Moi, je n'ai aucune crainte à n'importe qui vient me poser des questions en Occident, me dire attendez, moi je suis venu dans son continent, je vis à l'heure de cette modernité, et je prie 5 fois par jour, et 1/12 de ma vie, je jeûne, parce que ce jeûne-là me purifie spirituellement et me rappelle la proximité du divin et la solidarité des pauvres. J'ai aucune crainte, et pour moi, ce n'est pas un complexe que j'ai, c'est une leçon que je donne. C'est une leçon que je donne. Ça veut dire au cœur d'une société qui pourrait m'amener à m'oublier, je ne m'oublierai jamais. Vous n'aurez jamais raison de ma conscience. Les Marocains, s'ils ont envie d'être une alternative et d'avoir ce pouvoir de dire on peut changer, c'est surtout se dire une chose. Rien n'est impossible que ce qui s'est passé dans certains pays, aujourd'hui en Afrique, même en Tunisie, en Égypte, avec tous ceux qui aujourd'hui ne l'ont encore pas, mais qui auraient pensé que ça pouvait changer comme ça? Qui aurait pu changer que tout à coup il y a une force comme ça qui amène des réformes? Qui a pu changer même vous par des pressions? Il y a des choses qui vont bouger, mais vous ne pouvez pas attendre que ça bouge tout seul.
Il faut être participer à ça. Et ensuite, c'est là où vous avez raison, c'est pas au Maroc seulement que ça va se passer, c'est en établissant des liens, c'est-à-dire en s'ouvrant les consciences internationales. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que aussi, en tant que jeune, à partir de ce que vous êtes, que vous ouvriez les consciences et que vous gardiez cet espoir-là. Cet espoir-là, il est important. Encore une fois, bon, moi, ça vient de ceux qui me fondent en termes de foi. Là, c'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas avoir peur de ceux qui peuvent penser de cette gestion politique sans éthique. Quand vous êtes droit, quand vous avez des principes, quand vous savez où vous allez, bien vous y allez. Si ça change, tant mieux. Si ça ne change pas avec vous, ben ça ne changera après vous. Ça, c'est important. Et puis ensuite, questionner vos pouvoirs dans les limites de leur pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que ça ne se justifie pas. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas décider à Rabat ou à Gaza qu'on peut faire n'importe quoi en disant c'est pas non plus. Moi je suis désolé. Aujourd'hui, il y a de l'argent dans beaucoup de pays du Sud. Il y a beaucoup de corrompus. Il y a de l'argent, il y a des gens qui prennent de l'argent. Il faut aussi questionner les pétromonarchies qui mettent de l'argent dans les banques du Nord alors qu'on en a tellement besoin dans le Sud. Ben, c'est ça, il faut être cette conscience-là. Il ne faut pas ces fausses fraternités. Il faut des fraternités exigeantes sur le plan de notre appartenance. Donc ça m'amène à dire dans la relation entre l'éthique et le social, on a envie d'avoir des femmes et des hommes qui portent ça. Vous portez quoi comme projet de changement? Et quand on dit par exemple qu'on ne nous écoute pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on ne vous écoute pas. À partir du moment où vous faites en sorte de pouvoir porter une voix, de pouvoir vous organiser, de pouvoir avoir des institutions éducatives ou étudiantiles, ben on vous écoutera. Mais si vous continuez à dire on ne nous écoute pas, ben oui, on va continuer à parler, on ne t'écoutera pas si tu le dis tout seul. À partir d'un certain moment, il faut prendre la parole. Il faut avoir le courage de cette prise de parole. Et encore une fois, comprenez en lien de façon constructive, de façon déterminée, et puis surtout de façon courageuse en sachant qu'il faut du temps pour les choses changeront et qu'il faut vous y engager. Et que vous êtes parti de ce changement-là. Vous ne vous rendez pas compte, l'un des grands problèmes de la société marocaine, comme de beaucoup de sociétés africaines, c'est que vous n'êtes pas conscient de votre force. Vous n'êtes pas conscient de votre pouvoir, de votre potentiel. C'est parce que vous n'êtes pas conscient de votre potentiel que vous ne changez pas les potentiels. Mais quelle société aujourd'hui dans le monde a un potentiel de jeunesse aussi important, un potentiel de savoir-faire aussi important? Et puis les hommes et les femmes qui sont de plus en plus engagés dans beaucoup plus de. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui sont fatiguées, puis vous avez des sociétés qui sont en train de. Encore une fois, il faut prendre possession de soi, se réapproprier ce que l'on est. Et puis, il y a une chose, j'ai une vraie question à vous poser. Est-ce que vous pensez vraiment que votre religion musulmane, que votre culture marocaine, que votre langue arabe, est-ce que vous pensez du plus profond de votre conscience qu'elles ont quelque chose à apporter au monde contemporain? Répondez à cette question. Non, mais répondez pas comme ça. Répondez profondément. Est-ce que je pense vraiment que ma foi, dans ce qu'elle est, que ma culture, dans ce que je suis, que ma langue, elle a quelque chose à apporter au monde? C'est la vraie question. Si vous êtes dans le doute par rapport à ça, et puis si toute votre vie vous passez à faire oublier aux gens d'où vous venez, que vous êtes de gentils arabes au fond, que vous arrivez à vous décolorer la peau, si ce n'est pas les cheveux, si ce n'est pas enlever vos accents. Vous savez, il y a une chose qui est très très importante. Ce sont des petits détails, mais ce sont des petits détails qui comptent. Je vais vous dire une chose. Vous connaissez tous Malcolm X. Malcolm X, celui qui à un moment donné a défendu la conscience noire aux États-Unis. Et il y a une chose qui lui a été un petit détail dans le comportement des gens. Hein? Derrière la grande figure, paix à son âme, du fait qu'il est parti à 50 ans, Michael Jackson. Mais il a changé la couleur de sa peau, il fallait qu'il paraisse plus blanc, il se lissait les cheveux, il s'affinait, il s'est affiné. Il avait à un moment donné complètement changé son apparence et son origine pour rentrer dans un critère d'acceptation.
il n'était plus tout à fait noir, et presque on parle de devenir blanc. Et bien, moi, le commis, à un moment donné, il dit une chose, il dit « J'avais compris que l'un des principaux problèmes de ce qui a été mon éducation à devenir qui je suis, c'est que je lissais mes cheveux crépus. » Mais pas, après vous pouvez le faire par esthétique, comprenez-moi bien, on commence par mélanger. Mais lui, c'était cette caractéristique noire qu'il faut faire disparaître pour paraître noir. Quand vous êtes, mais ça c'est physique, il y en a qui le font spirituellement ça. Ils se lissent la religion. Il y en a qui le font culturellement, ils se lissent la langue. Oui, quand ils sont avec des Français, bonjour. Quand on est avec des Arabes, salam alaikum. Et quand on est devant des Français, on ne dit pas salam alaikum, ça ne fait pas bien. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette culture de complexer? Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez apporter au monde si vous êtes complexé dans ce que vous êtes et que vous venez? Et le complexe, il est là aussi. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez cette éthique-là et une affirmation. Elle est dans cette relation-là. Et ça répond à votre question aussi. Je suis plus critique que vous dans un livre qui s'appelle La réforme radicale. Je suis plus critique que vous sur ce qu'on appelle la finance islamique et l'économie islamique. Je pense qu'il y a énormément de choses que nous devons apporter en questionnant le fond de l'éthique, pas simplement les techniques économiques et financières. Et il y avait la dernière question sur ce que vous avez posé. Il y avait deux questions encore rapidement. Sur mon nouveau, sur le dernier livre, je suis désolé, on devait en amener, ils sont pas là, mais on m'a fait savoir que le livre n'était pas tout dans les librairies ici à Casa, où vous trouverez ce livre-là là-bas. Mais dans ce livre-là, ce que je mets en évidence, c'est effectivement exactement ça. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas que nous suivions bêtement ce qui est en train de se faire en matière de projet démocratique dans le Nord, mais qu'on peut prendre le bien de tout ce qui se fait et essayer de trouver notre propre voie. Et c'est ce que je vous disais. Par exemple, de vraiment questionner la personne humaine, sa responsabilité, sa spiritualité dans son éthique personnelle. Ce ne sont pas simplement une démocratie de la quantité. Vous savez, Mohamed Hidaj, par un moment, il disait une chose tout à fait intéressante, il parlait d'une démocratie spirituelle. Il venait dire par là, attention, faisons d'une démocratie du monde la responsabilité de l'individu. C'est-à-dire qu'il faut de ce point de vue-là développer une vraie conscience de l'individu, une vraie autonomie de l'individu, et que ça me paraît aussi une alternative. Et puis ensuite, ce que je dis dans le livre, toutes les questions que je pose au niveau de l'éthique et de la culture, l'éthique et de l'économie, l'éthique et de la question sociale et de la justice sociale, ça me paraît aussi des dimensions qu'il faut travailler et qui sont un petit peu différentes, qui peuvent être de nouvelles formes. J'en parle dans le livre, je n'ai pas le temps de le faire ici, mais j'essaie d'aborder ces questions-là. Quant à la question que je ne veux pas donner l'importance, l'impression d'éviter sur les humoristes et ce qu'ils disent, ce qui est important aussi dans les humoristes, ce n'est pas simplement ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ne disent pas. C'est ce dont ils ne parleront jamais. Et puis, en même temps, il faut comprendre une chose, c'est que les gens ne viennent pas de nulle part, ils ont des rôles à jouer. Et donc, on vous fait rire sur des modes culturels, c'est toujours bien. Puis ensuite, on se positionne aussi sur des questions internationales qui sont problématiques. Quand vous avez un chanteur qui a eu un très très grand succès, il ne vient pas d'ici, mais c'est un chanteur qui a eu un très très grand succès, il a une très très belle parole, il peut avoir un talent artistique que vous ne pouvez pas nier, que vous pouvez saluer. Comme par exemple Jean-Jacques Goldman. Et qui réussit en 2 minutes à expliquer qu'il est normal qu'on s'entraîne durant les diplômes à des enfants qui jettent des pierres, à des enfants parce que c'est normal qu'un État se défende. Il faut que vous questionnez la morale de ces gens-là. Il faut questionner la morale des gens qui vous font rire. Il faut questionner en se disant, est-ce que je peux rire ou est-ce que je peux écouter n'importe qui, n'importe comment? Et lui, il se fait de l'argent sur mon écoute, et moi, je ne suis même pas conscient de ce qu'il dit. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de tout mélanger, et simplement, il s'agit de savoir. Il s'agit de savoir, à un moment donné, moi, ça me gêne.
que quelqu'un quitte un plateau de télévision et qu'il n'ait même pas le courage de dire non, eh bien à un moment donné, on est du côté des opprimés. Moi, les positions publiques de gens qui redonnent les intelligences par l'humour et que vous suivez sans vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il représente et pour qui en même temps il roule, ça me pose un problème. Ça me pose un problème, c'est aujourd'hui, vous savez, le culturel est très puissant. Le culturel est extrêmement puissant. L'un des lieux qui produit aujourd'hui l'image de l'arabe et l'image des musulmans le plus problématique, c'est pas la Maison Blanche, c'est Hollywood. C'est Hollywood. C'est une machine à produire de l'imagisme. Qu'est-ce que ça peut être qu'un arabe? Qu'est-ce que ça peut être qu'un musulman? Qu'est-ce que ça peut être? Il faut qu'on rende compte de ça. Ça n'est pas rien. Ce sont des politiques qui sont liées à la culture. Et donc, à partir d'un certain moment, il faut se réveiller. Il faut que vous soyez culturellement libre. Il faut que vous soyez culturellement. Il faut que vous soyez sélectif dans ce que vous écoutez. Ça veut dire qu'une chanson, elle n'est pas haram uniquement parce qu'on y parle vulgairement ou qu'on y parle de sexualité débridée. Ça, c'est la substance. Mais la source de l'expression artistique, il faut aussi la questionner. C'est aussi des choses qu'il faut questionner quand on est un être libre. Je veux savoir qui tu es, toi, qui me fais rire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Pourquoi je ris de ça? Pourquoi je me laisse aller à ça? C'est des questions de responsabilité personnelle. Questionnez vos rires. Et ça se dégoûte toujours d'une chose. Ceux qui prient la nuit, ceux qui prient le jour, ceux qui changent le monde, et ceux qui ont changé le monde dans l'histoire, maîtrisaient toujours leur rire. Toujours. Ils ont toujours maîtrisé leur rire. On ne rit pas de n'importe quoi. Tu ne feras pas rire de la vulgarité. Tu ne feras pas rire en dessous de la ceinture. Tu ne feras pas rire en oubliant quelque chose. Ne me fais jamais rire pour me divertir de quelque chose de très important. Ne sois pas celui qui me fait oublier les choses importantes. Parce que sinon, tu es dangereux. Ton rire est dangereux. Et je vais dire une chose. Quand un homme qui se pensait hypocrite va vers le prophète et il lui dit quand je suis avec toi, c'est comme si je voyais le paradis et l'enfer. Et quand je ne suis pas, c'est comme il pense qu'il est hypocrite, il lui dit ça, il lui dit 1 heure pour ci, 1 heure pour ça, 1 heure pour te divertir et 1 heure pour prier. Mais attention, que l'heure que tu prends pour te divertir, ne t'oublie pas, ne te fasse pas oublier de prier. Que l'heure que tu prends pour rire ne te fasse pas oublier d'être du côté des opprimés, d'être du côté de ceux que l'on oppresse. Que l'heure pour laquelle tu te divertis ne soit pas une heure où tu es moins humain, où tu es moins responsable. Il faut avoir le rire digne. Il faut avoir l'humour digne. Il faut avoir le divertissement digne. Et l'écoute digne.